Bienvenue Lire à Limoges, festival annuel qui malheureusement souffre des conditions sanitaires. On a voulu faire comme Victor Hugo, l'écrivain debout. On a voulu être des organisateurs d'événements debout et recevoir ainsi 25 auteurs de littérature générale, 25 auteurs de jeunesse qui vont aller dans les écoles, c'est très important. C'est en version diminuée, mais on est très fiers de recevoir un plateau d'auteurs très variés, très éclectique, et la preuve en est, c'est que j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Jamel Cherigui. Bonjour. Bonjour, un auteur qui nous vient, j'allais dire de nulle part, non, il sait d'où il vient, il va nous le dire. Et son éditeur, Maïr Guven, qu'on connaît bien ici, puisque Maïr a été primé par le prix Régine de Forges. Il est auteur-éditeur, et on est très fiers de vous recevoir à nouveau à Lire à Limoges. Si vous le voulez bien, on va un petit peu parler du roman, du premier roman de Jamel, et ensuite on parlera un petit peu de la maison d'édition La Grenade, qui est un nouveau label éditorial avec que des gens comme vous, Jamel, qui ont 30-40 ans, qui parlent, qui racontent la vie dans des langages forts. C'est pas anodin, c'est pas ordinaire, mais ça fonctionne puisque voilà, ce label s'appelle La Grenade. Maïr a dégoupillé un peu plus d'1 an et maintenant a une production établie. Et c'est vrai que Jamel, vous êtes l'auteur qui a explosé ce printemps. Et en fait, avec un roman qui raconte la vie, avec un sens littéraire énorme. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a pris, puisque vous avez 34 ans, vous êtes épicier à Roubaix, dans le nord de la France, vos parents sont kabyles, vous êtes français, on va dire assimilé, comme on dit trop souvent et mal. Qu'est-ce qui vous a pris, en tant qu'épicier, d'écrire un livre qui tombe comme ça, quoi, du pain béni? Je ne sais pas si ça s'explique forcément. Expliquer le processus créatif, c'est un peu compliqué, mais c'est suite à de nombreuses lectures. Donc le métier d'épicier, c'est un métier qui laisse beaucoup de temps devant soi. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de clients dans l'épicerie, donc entre deux, on lit. Et à force de lire, je me suis dit pourquoi moi aussi, j'écrirais pas un peu mon histoire. Donc j'ai regardé un peu comment les écrivains fabriquaient en quelque sorte leurs livres. J'ai analysé les différents styles, les différentes époques. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'être presque envahi par une histoire. Et ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je la dépose sur papier. Vous avez décidé d'écrire un roman afin de raconter la vie des laissés pour compte, ceux que l'on n'entend jamais. C'est vrai que ce couple improbable là, qu'on va découvrir pendant notre rencontre, est-ce que c'est des laissés pour compte? Est-ce que c'est des gens qui sont à la marge? Ouais, je pense que c'est des gens qui se sont mis aussi un petit peu en marge, qui ont un peu de mal avec... pas l'intégration au sens où on peut l'entendre, mais avec une vie qui serait un peu plus dans les règles, avec un boulot réglementaire, une vie un peu plan-plan. C'est des gens qui veulent se sentir vivants. Et quand on est à la marge, forcément, il y a des élans ça crée des élans de vie. Ouais, c'est un peu des âmes damnées quand même. C'est des gens qui... Enfin, d'un point de vue extérieur, on peut penser qu'ils survivent, mais pour eux, c'est la vraie vie, vu qu'ils ne connaissent pas autre chose de toute façon. Donc, ils ne se posent pas de questions sur... Nous, on voit ça d'un œil avec un peu de hauteur, donc on se dit ils mènent des vies quand même en marge, dans ce milieu un peu interlope, mais eux, c'est tout ce qu'ils connaissent, donc ils ne se sentent pas, eux, en marge. C'est nous qui les voyons en marge. Vous dites d'ailleurs, à la page 12, donc ça commence fort, la vie bohème, c'est pas comme dans les comédies musicales. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Tout le temps que j'ai zoné dans la rue, j'ai vu ni peintre ni poète, pas d'atelier d'artiste avec des lilas jusque sous les fenêtres, que des caves humides et des bouches de métro, des squats délabrés, clochards, toxicos, punk à chien, gueule tordue, regard glacé, des mecs qui te corcheraient vif pour un bifton de 5 balles. Rien de ce que j'avais imaginé. Putain de désillusion. Ça, c'est votre héros qu'on va suivre tout au long et qui va rencontrer un acolyte sévère, grave. Paternel ? Paternel, mais un peu grand frère aussi, parce qu'il donne des leçons.
Pourquoi vous décrivez des personnages, parce que tout au long de votre roman, les personnages, ça foisonne, et chacun a... Marcel Proust a fait 5000 héros dans son œuvre, et vous, vos héros, ont la même qualité descriptive, pas avec le même langage. Qu'est-ce qui vous prend de parler de ces mecs qui sont damnés, qui sont des putains de désillusions? C'est Vous des l'avez gens. vécu? Ouais, c'est des gens que j'ai côtoyés et que, comme vous l'avez précisé, je suis encore épicier à Roubaix. Donc, c'est des gens que je côtoie. Il n'y a pas que ça à Roubaix, mais il y en a. Et moi-même, j'ai eu une jeunesse un peu chaotique, un peu turbulente. Moi-même, j'ai zoné un peu à gauche, à droite, dans la rue. Donc, c'est des gens que j'ai rencontrés. Après, souvent, ce qu'on fait, c'est des synthèses de personnages. On regroupe plusieurs personnages dans un seul. Mais tous les comportements que je décris, c'est des comportements que j'ai vus, que j'ai entendus ou que moi-même, j'ai fait. Des choses que j'ai faites. C'est pas une autofiction, on est bien d'accord. C'est romancé. C'est romancé. C'est pas une autobiographie. Ouais. C'est Mais votre romancé. héros est pas loin, avec tous ces excès que vous n'avez pas forcément vécu, mais on n'est pas loin de vous. Ouais, il y a un peu de moi dedans. peu de moi. Il y a beaucoup de moi dedans. Vous avez, maintenant tout le monde le sait, puisque vous nous faites l'honneur d'être ici, mais vous avez fait beaucoup d'émissions et tout le monde vous aime maintenant, et votre livre se vend très bien, et tant mieux pour l'éditeur aussi. Vous avez fait une overdose de littérature. Vous avez eu une vie chaotique, avec, comme on dit, des substances, et la littérature vous a pris par le callback et vous a dit, Jamel, tu lis, tu comprends, et après tu fais quelque chose. Ouais, j'étais pris dans une sorte de boulimie, de frénésie, mais c'était pas voulu à la base. C'était juste pour passer le temps. Comme je vous le disais, les heures d'épicerie, c'est long, et c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour faire passer le temps, pour me faire voyager. Vous savez, tenir une épicerie, c'est un peu être confiné aussi, même si c'est un terme qu'on n'employait pas encore à ce moment-là. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour voyager tout en restant sur place. Et vous écriviez quand et vous corrigiez quand? J'écrivais la nuit et je me corrigeais la journée derrière mon comptoir. Et la caisse? Ben, on s'arrange et puis si j'ai pas terminé mon chapitre, ben, le client n'a qu'à attendre. Ah ouais. Et là, ils sont aux ordres. Et ils sont contents, ouais, et puis ça les dérange pas. Et depuis que vous êtes un successful, du coup, là, il reste un peu plus. Ben, vous savez, c'est ce qu'on pourrait croire, mais tous les clients ne sont pas lecteurs. Et pour certains, c'est un monde tellement étranger que, enfin, ils lisent pas le supplément littéraire du Figaro. Donc, il y en a beaucoup qui s'en foutent. Et c'est bien, justement, parce que ça me permet aussi de pas avoir trop la grosse tête. Ils me redescendent sur terre à chaque fois. Ah ouais. Bah, vous l'avez pas, la grosse tête? Ben, pour l'instant, je pense pas, mon éditeur le dira, mais... Maïr. La grosse tête? Ouais. Non, elle est plutôt petite. Ouais, ça va. Elle est bien dimensionnée. Et alors, on a discuté un petit peu avant, vous lisez tout, quoi. J'aime beaucoup la littérature, c'est vrai. Je me suis pris au jeu et c'est devenu une sorte d'addiction. Donc, comme je l'ai souvent répété, une addiction qui a remplacé une autre. Et ben, pour moi, les meilleurs conseillers en matière de littérature sont les auteurs eux-mêmes. Je préfère écouter un auteur plutôt qu'un critique littéraire ou qu'un magazine. C'est vraiment, si un auteur que j'affectionne beaucoup affectionne lui-même un autre auteur, ben, j'irai plus facilement vers cet autre auteur. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? L'œuvre, le premier roman ou l'atlas de géographie, j'en sais rien. C'est, enfin, mon premier pas dans la littérature, vraiment, derrière mon comptoir, c'était une autobiographie de Napoléon par Max Gallo. Et la première grosse gifle littéraire, c'est Mort à crédit de Céline. Et Napoléon, c'est bien, là. En ce moment, on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. En fait, vous êtes éclectique, vous lisez tout. J'aime tout. Tout ce qui est bon. Ouais. Alors, quand c'est pas bon, Bah, on lit 150 pages et puis ouais, vous le sortez vite, on met de côté. comme l'éditeur qui lit le manuscrit, quoi. Ouais. Ouais, c'est malin. Après, on va parler un petit peu de votre langue, quoi. Alors, je disais à Maher Guven, votre éditeur, il vous coûte pas cher en compo, parce qu'il enlève des lettres, comme Georges Perec, qui a enlevé quelques... Les E. Ouais. Et vous mettez des apostrophes. Vous parlez comme la rue, quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'argot dans votre livre. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est le langage de la rue. C'est le langage des wesh. Hein, alors, j'ai pas fait l'inventaire, mais moi, je comprends à peu près. Mais il y a des gens qui pourraient ne pas comprendre. Tous vos mots bizarres que vous entendez et que vous utilisez sûrement certaines fois.
l'épicerie est un lieu social où vous entendez des choses. Et comme vous êtes une éponge, certainement, vous vous nourrissez de ça. Vous vous êtes senti obligé de retranscrire ce langage de la rue? Mais non, mais c'était de manière naturelle. Et puis même si j'aime les styles plus classiques, quand je tente d'écrire ou quand j'écris, même si je trouve que c'est important de manier tous les styles, mais je me sens plus à l'aise dans le style, on va pas dire argotique, parce qu'on vous estimez que c'est pas de l'argot, mais dans le style de langage de rue, c'est quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise et ça me permet d'installer un bon rythme, une bonne musicalité. Et pourtant, on se connaît depuis peu, mais vous n'utilisez pas de langage de la rue quand on est ensemble. Non, mais il y a la littérature et il y a la vie. Mais après, je pense être quelqu'un qui s'adapte aussi facilement. Donc, selon les personnes avec qui je vais discuter, je ne vais pas adapter mon discours, mais je vais polisser ou non ma façon de parler. Mais je pense que, enfin, parler que de manière argotique ou de langage de rue ou que de manière soutenue, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le voyage entre les deux. Et les voyages sont toujours intéressants de toute façon. Et vous avez mis combien de temps à écrire 2 ans. ce roman? 2 ans. 2 ans en étant en double emploi. Et les corrections, vous avez vu ça, on en parlera tout à l'heure, mais avec votre éditeur qui vous a guidé. 1 an. Donc 2 ans d'écriture, 1 an de travail. Ouais, on devait le faire de visu, mais à cause des conditions sanitaires, on a travaillé par mail. Voilà, c'est bien. Par aller-retour. Là, vous vous retrouvez parmi nous, c'est bien. Mais, enfin, vous êtes quand même parfois poétique, puisque quand vous parlez d'amour, vous revenez vite à vos origines kabyles. On parlera des 2 héros tout à l'heure, qui sont quand même assez graves. Hein. Ils ont une trajectoire énorme. Chaque chapitre, c'est un livre. C'est une aventure. Et on passe du suivant à l'autre. Mon petit Zlébia d'amour. Mon Makrout adoré. Mon sublime Loukoum. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un héros qui parle à sa femme, quoi. Ça, c'est pas du langage de la rue. Ça vient du pays de vos parents. Il y a un rapport assez sensuel à la nourriture, au sucre. C'est des gâteaux assez sucrés, le makrout, le zlébia, et tout ce qui est sucré est assez doux. Et la relation qu'il peut avoir avec sa femme, ça emprunte douceur aussi beaucoup. Donc il y a une corrélation entre le sucre et la douceur. C'est là où vous êtes très fort, cher Jamel, c'est qu'il y a des passages d'une violence incroyable. Il y a des scènes, c'est Terminator, quoi. Moi, j'ai lu ces scènes, j'étais glacé. Il y a des scènes de violence avec les parents du héros, quand ils font leur rupture. La chorba, qui est le plat algérien traditionnel, avec les pois chiches, c'est chaud, la soupe, ça vole, votre père veut vous massacrer, pardonnez-moi, la mère du héros se coupe. À un moment, vous rencontrez un énorme black parce qu'il faut qu'il paye l'enveloppe, vous sautez par la fenêtre. Mais on n'arrive pas à avoir peur. Parce que vous avez un langage et un texte doux. Comment vous faites pour allier cette violence qui est digne de Tarantino et cette douceur tout compte fait à l'issue de la violence? Ça passe par l'humour, je pense. Si je ne me trompe pas. Et même dans les situations les plus sordides, les plus désastreuses, on trouve toujours de l'humour derrière. Et je pense même que finalement, les endroits où on se marre le plus, c'est les endroits les plus sordides. Je pense qu'on se marre beaucoup dans une prison. Par exemple, entre codétenus. Et de toute façon, pourquoi rajouter de la misère à la misère? Ça ne sert à rien. Donc autant essayer d'égayer. Et c'est ce qui nous permet de rester debout. C'est vrai que tous vos héros que vous décrivez magnifiquement, j'ai parlé de Proust, mais je maintiens cette analogie, sont tellement bien décrits et ils sont tous paumés, quoi. On a un travesti brésilien, on a un Roumain qui se fait dégommer parce qu'il n'a pas payé son loyer. Les 2 héros, quand même, il y en a un qui s'appelle Alain Basile. On va s'apercevoir que c'est tout compte fait pas si vrai que ça, mais on ne dévoile rien, parce qu'il faut le lire pour comprendre. Et le héros, on situe ça aux années 2000. Hein. Il y a des cabines téléphoniques, il n'y a pas de portable. C'est la fin des cabines téléphoniques. Ouais, il n'y a pas de Facebook. Pas encore. Ouais. Et donc là, du coup, on n'est que dans l'aventure, que dans l'histoire, que dans le personnage. Ils sont tous paumés quand même. Ils se calment un peu, hein,
même gravement. Et puis à un moment, Alain Basile, qui veut être millionnaire, trouve le héros comme factotum, comme secrétaire général de la dope et des embrouilles, quoi. Et lui, il accepte. Pourquoi il accepte? Même si c'est pas vous. Pourquoi il accepte cette servitude, ce rapport au pouvoir qu'exerce Alain Basile? Il est paumé, il a besoin d'argent? Mais il est en recherche aussi d'une figure paternelle, je pense. Je pense qu'on a tous besoin d'une famille, finalement. Et quand notre propre famille, ou enfin, on estime que notre propre famille n'est pas capable d'assurer cette fonction, eh ben on se cherche une famille ailleurs. Et c'est tout le principe des gangs ou des bandes de rue, c'est avoir une appartenance, c'est faire partie d'un groupe. Et je pense que l'une des choses les plus dramatiques dans la vie, c'est de se sentir inutile. Et le héros se sent utile à côté d'Alain Basile. Il a enfin une fonction dans la vie. Et ça, c'est très important pour lui, une responsabilité. Il se pose souvent la question d'ailleurs de savoir s'il ne va pas lui dire tu m'emmerdes, je veux plus te voir, je veux vivre ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il écrit. C'est-à-dire il fait un peu comme moi, sauf que moi c'est moins bien écrit que vous. Il écrit des petits libelles, des poèmes. Et Alain Basile, il ne comprend pas du tout. Parce qu'il est rustre. Mais je pense qu'écrire, c'est aussi une façon pour lui de se rebeller. Comme il est moins fort physiquement, et moins fort aussi au niveau de la volonté, parce qu'Alain Basile, c'est aussi un homme qui a beaucoup de volonté. C'est un homme qui traverse les épreuves, mais comme une tornade, et qui se relève, ce qui n'est pas le cas du narrateur. Et le narrateur, cette façon d'écrire, ce moyen d'écriture, c'est aussi une révolte contre cette servitude. Il se révolte, mais il reste servile. Il reste l'ilote zélé il l'admire, comme un père. Moi, j'avais trouvé plutôt un grand frère, Un grand frère. mais ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment, Alain Basile, il décide d'être millionnaire. Ils étaient un petit peu dans la carambouille, dans le petit deal facile. Ça pochetronne pas mal. Hein. Il y a du 8-6, il y a du gin, voilà. En plus, le narrateur, quand même, se permet un peu de piquer dans le stock. Il est quand même à fond d'alcool. Et c'est là où tout va basculer, c'est quand ils décident de quitter l'alcool, l'avenir s'ouvre à eux. Mais bon, ça se passera bien ou pas, ça on ne sait pas. Et ils décident donc de passer du petit deal à quelque chose de plus important. Et là, ça se complique. C'est une attention de chaque instant. Et le narrateur se sent bien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il quitte son addiction à l'alcool, aux substances, et du coup, il a un but dans la vie. Est-ce que vous, personnellement, l'épicerie et ou la littérature vous ont aidé à sortir de certaines addictions? Et est-ce que ça vous a fait sentir bien? Et est-ce que vous allez continuer? C'est un peu ça aussi l'idée. Est-ce que ça va vous permettre de vous transporter encore plus loin? Ben, on ne sait jamais de quoi demain est fait. On va pas trop s'avancer. Vous savez, on dit une journée à la fois. Mais c'est vrai que j'ai pu avoir des périodes un peu troubles, avoir certaines addictions. Et l'épicerie et la littérature m'en ont sorti. Mais pendant combien de temps? Est-ce que ça durera? Seul l'avenir le dira. Je profite déjà au jour le jour. Est-ce que cette vie trépidante que vous avez, puisque maintenant on peut dire que vous êtes un auteur à succès, enfin, franchement, et on en est très content, parce qu'un premier roman dans une maison qui démarre, enfin, dans l'industrie du livre, dans la culture du livre, c'est pain béni, je veux dire, c'est génial. La suite, après, il faut réécrire. Je vous ai demandé tout à l'heure s'il y avait une suite au roman, parce que la fin, qui est magnifique, appelle d'une suite. Et vous m'avez dit non. Non, il n'y a pas de suite. La boucle est bouclée. On passe à autre chose. Il n'y a pas de tome 2. Il n'y a pas de tome 2. Vous êtes quand même gonflé parce qu'à un moment, vous expliquez au lecteur, alors ça vient à la fin du livre, comment piquer des logiciels de PlayStation, quoi. C'est pas bien. Mais vous n'avez pas fait ça, Jamel? C'est après, chacun est libre de... C'est pas à reproduire. Il aurait fallu mettre un petit mot en dessous, ne surtout pas reproduire. Ça a été fait par des professionnels, ça. Mais c'est malin. C'est marqué là. Mais c'est malin. Mais en tout cas la rapine, les rapports durs avec les gens, c'est angoissant. Mais à la fin, on n'a pas peur. Et cette violence urbaine,
qui est chez vous, qui est pas loin, enfin c'est dans le nord, avec quelques incursions en Belgique, témoigne d'une vraie vie que vous avez envie de décrire et qui est rare. Le Nord, Zola nous l'a bien expliqué, c'était tout aussi dur, mais il n'y avait pas cette violence quand même. Il y avait une violence politique. Là, vous êtes dans une violence de comportement, une violence un peu urbaine. Vous le ressentez, vous, à Roubaix tous les jours, ou pas trop? Mais comme je vous le disais, quand on baigne dedans, on se rend plus compte finalement. Il y a là peut-être un peu le drame. Nous, voilà, vous dites souvent, je vous ai souvent entendu dire, c'est des paumés, ce sont des gens qui se sont paumés, mais eux ne se sentent pas paumés. Ou peut-être le narrateur, parce qu'il y a un peu plus lucide que le reste, mais Vanessa, mais les différents personnages qu'il peut avoir dans le livre sont dans leur rôle. Eux, ils ne connaissent pas d'autre vie. Je veux dire, pour savoir qu'on est paumé, il faut avoir vécu autre chose et se dire comme moi je l'ai vécu et se dire mais là j'étais vraiment à la limite. Là j'ai eu des comportements dangereux pour les autres et pour moi-même. Mais tant qu'on est encore dedans, c'est la vie de tous les jours. Vous avez raison, je retire le mot paumé. Parce que pour nous, ils sont paumés, parce que nous, on est dans un schéma, alors que eux, ils sont dans leur vie. Ils sont dans leur vie. Et leur vie, elle est remplie de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils peuvent faire. Ils n'en sont pas forcément tristes. Non, non. Même la séance où nos deux amis, Vanessa et son copain, se mettent plein de choses dans le corps, ça reste beau. C'est ça votre force, c'est que même quand c'est difficile, trash, c'est interlope, ça reste propre. C'est-à-dire que vous rendez des gens qui, dans une société où on doit être bien rangé, bien propre, votre style nous permet de penser que ces gens-là ne sont pas si dérangeants que ça. Et ils sont à la marge, certes, mais ils sont vivants. Vous écrivez, j'aimerais bien que vous lisiez un petit passage. Avec plaisir. Comme le narrateur écrit, qu'il a tout dans la tête, mais qu'à un moment il faut retransmettre, et que le jour où il écrit d'ailleurs quelque chose d'assez terminé, d'assez fini, parce qu'au départ c'était qu'un peu de poésie, son pote Alain Basile, son père spirituel, comprend rien, parce que c'est quand même bien écrit, et que lui est un peu quand même, il est un peu analphabète. Il touche pas. Alors justement, j'ai oublié ça, avant de vous faire lire. C'est un anniversaire, c'est un saint? La sainte touche? C'est un saint qui n'est pas dans le calendrier. C'est le jour béni des allocations. Le 5, ça arrive à la poste, Le on 5, fait ça la arrive à la queue, poste. vous le décrivez super bien, parce qu'il y a les allocations, voire le salaire, et là on peut Le salaire, c'est un peu avant. Ouais, salaire, on peut faire la fête, et on peut aller, on peut partager l'argent, et on peut faire profiter ses enfants, sa famille. Et en fait, à un moment, je peux le dévoiler, ça, Maïr, la lettre d'amour? On peut la lire? Ouais, pourquoi pas. Non, parce que le roman, si Pourquoi pas. on en dit trop... En fait, le copain, Alain, avec sa femme, c'est compliqué. Et donc, il mandate le narrateur pour écrire une lettre d'amour. Bon, à la fin, on doit se douter qu'Alain, la femme, doit se douter que c'est peut-être pas lui, mais voilà, c'est une très belle lettre. Et donc, Merci. Jamel, vous allez la lire. Ma chère Urkia, avant de balancer cette lettre à la poubelle, je te prierai de la lire jusqu'au bout. Voilà maintenant des nuits que, torturé par d'infernaux questionnements, persécuté par d'infinis troubles, je n'ai pas fermé l'œil. Je me demande sans cesse quel crime ai-je commis, si ce n'est celui de trop t'aimer. Urkia, voilà le seul crime dont, sans conteste, on pourrait m'accuser. Trop t'aimer. Face à cette accusation, je plaide coupable. Et c'est avec un plaisir non fin que j'accepterai ma sentence. Mais avant de me clouer au pilori, daigne au moins écouter mes arguments. Ne me regarde pas comme un avocat qui tenterait de convaincre un jury, plutôt comme un condamné à mort qui s'exprimerait avant son exécution. Que nous est-il arrivé? Que sont devenus ces merveilleux sentiments qui nous habitaient et que nous avions juré de ne jamais laisser choir? Je ne veux croire que la flamme de notre amour s'est éteinte. Je ne m'y résoudrai jamais. Penses-tu réellement que je pourrais vivre sans être aimé de toi? Autant essayer de vivre sans respirer. Comment pourrais-je abandonner celle à qui je dois tout? Celle qui fut pour moi un refuge inamovible, un abri au beau milieu de la tempête, un oasis dans le désert. Celle qui m'a réchauffé quand j'avais froid, nourri quand j'avais faim, abreuvé quand j'avais soif. Je suis aujourd'hui comme l'exilé qui ne vit que de privations et de regrets. Je ne pense pas mériter le reproche dont tu m'accables, ni le mépris dont tu me charges.
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Toutes ces nuits où j'étais absent, je l'ai passé dehors à prendre 1001 risques, à frôler la prison, afin de nous offrir un avenir meilleur. Et si je ne t'en ai jamais parlé, c'est parce que je ne voulais pas voir l'inquiétude se dessiner sur ton beau visage. Me voilà déchargé d'un bien lourd fardeau. Maintenant, tu connais la triste vérité. J'espère que tu feras preuve d'indulgence et que tu comprendras qu'au lieu d'être la cause de ton chagrin, j'en suis la victime. Ce que tu appelles mes torts, je le nomme mes malheurs. Et ce que tu penses être mes fautes ne sont en fait que mes misères. Du fond du cœur, cesse de me blâmer, tu devrais plutôt me plaindre. Tu me manques comme le jour manque à l'aveugle. Ton mari. Putain, Roméo et Juliette. C'est-à-dire que deux personnages incroyables. Un cultivé, l'autre assez analphabète. Dans l'amour, ils se rejoignent. Et on a l'impression de lire une lettre d'un grand bourgeois qui écrit à sa femme. Ou un noble. Et ça résume bien le roman. C'est-à-dire que c'est chargé d'émotions, c'est chargé de style, c'est chargé de personnages abracadabrantesques. Ça ne fait pas pchit, ça tape, c'est bien fait. Et à chaque fois, on va de surprise en surprise. Merci, Jamel. On va maintenant passer à un moment aussi intéressant, qui est ce rapport entre l'éditeur et son auteur. Et on a la chance d'avoir donc Maher Guven qui est avec nous, qui est habitué à lire à Limoges, puisqu'il est écrivain aussi. Il a écrit un roman qui s'appelle Grand Frère, et il a reçu le prix Régine de Forges, qui est une auteure magnifique, qui a bravé la censure, qui était un mec qui avait des claouis. C'est ça, des claouis. Et donc ce prix est fortement ancré à lire à Limoges, avec les trois enfants de Régine, et Maher a reçu le prix Régine de Forges. C'est toujours des premiers romans. Vous ne l'aurez pas cette année, c'est pas vous, mais vous reviendrez, mais pas pour ce prix-là, parce que le deuxième, on l'attend avec impatience. Donc Maher, pareil, même âge, 35 ans, on peut 34. le dire. 34, ouais. Ah, ça compte. Ouais. Comme Lui, pour les enfants. 35, hein. Ah ouais. Ouais. C'est mon grand frère. Ouais, c'est ton grand frère. Donc ouais, une mère turque, un père kurde, apatride. Ouais. Pas de région vraiment ancrée. Non. C'est dire. Parisien? Non, je suis nantais. Nantais, ah ouais. Bah oui. Ah quand même. Ah bah oui. Ah ouais. Non, faut réviser les fiches. Ah ouais, alors, j'ai pas tous sur Wikipédia, ils sont mauvais. Donc en 2018, Grand Frère, roman magnifique, lisez-le, en poche, en format, voilà, il faut y aller. Vous avez dirigé avec Éric Fotorino, Laurent Grelsheimer, François Bunel, Julien Bisson, le journal Le 1. Ouais. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, vous avez fui en Allemagne, par amour, par volonté d'écrire, par volonté de réfléchir. L'appel des bretzels. Ouais, l'appel des bretzels et de la bière. Et de la bière. Ah non, on n'a pas le droit. Et puis ensuite, paf, vous rencontrez, vous avez un projet. Ouais. Et vous créez donc La Grenade, qui, comme son nom l'indique, comment dire, c'est des voix explosives, exotiques, des nouvelles voix, plutôt des jeunes auteurs, un peu urbains, un peu, voilà, il faut y aller, il faut rentrer dedans, il faut que ça dégoupille, il faut que ça explose. Et la patronne de l'ATES, Véronique Cardy, que nous saluons, vous fait confiance et dit, ton label, je le prends, t'y vas, vas-y, fonce. Exactement. Voilà. Alors C'est ça. Bah, vous avez tout dit, Bertrand. Non, mais vas-y. Non, mais j'avais le sentiment qu'il y a une France qu'on ne lisait pas. Une France plus jeune, une France des régions, une France des marges. Que l'édition, les auteurs se ressemblaient beaucoup. Et je me disais, moi je viens d'ailleurs, j'ai un parcours différent, mais je ne suis pas le seul. On est dans un pays où il y a énormément d'énergie. Les gens ont énormément d'idées. On est un pays, les gens sont cabotins en France. Ils font des blagues, puis c'est un pays de littérature. Que les gens écrivent ou qu'ils n'écrivent pas. Vous allez dans un café, c'est de la littérature. Audiard, il écoute les discussions de café. Et donc cette énergie, je me disais, je suis persuadé qu'il y a des gens dans leur coin qui rêvent d'écrire un livre, qui ont les qualités pour être auteurs, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas la confiance en eux. Alors, donc construisons une citadelle. Une citadelle, et j'en serai le douanier, je tamponnerai les passeports pour que les gens puissent y accéder. Et je leur apprendrai le savoir que j'ai appris donc, à l'époque du journal, et quand j'ai publié mon premier roman, du fonctionnement du monde de l'édition, de comment on finit le premier jet d'un texte, comment on le retravaille, comment on apprend à gérer sa promo, tout un tas de petites choses.
qui fait que quand on est dans son coin et qu'on est très impressionné par tout ça, on est un peu moins impressionné, on prend confiance en soi. C'est ça que j'ai voulu créer avec la grenade. Donc la grenade, c'est pas la littérature de la cité ou de la brique. La grenade, et on le voit dans la charte graphique, c'est un jeu de mots. C'est une arme et c'est un fruit. Le logo, c'est une étiquette de fruit, comme on trouve sur une orange ou sur une pomme. Et donc, l'idée, c'était d'incarner une nouvelle génération d'auteurs. Et vraiment, moi, dans mon esprit, ma réussite, je la connaîtrai dans 20 ans, éventuellement, pour ce label, si je vois qu'il y a toujours sur le circuit, comme on pourrait le dire en tennis, 3-4 des auteurs qu'on a lancés. Ça serait merveilleux. Bon, avec Jamel, on va mourir avec lui. Hein. Il a une longue carrière. Hein. Vous gardez votre épicerie, Jamel. Hein. Quand je vais à Roubaix, je vais acheter de la 8-6. Hein. Avec plaisir. Combien de titres par an? 8 titres. Ouais, c'est bien. 8 titres. Bien. Essentiellement des romans, des récits aussi. Ouais. On a publié notamment un récit qui a fait du bruit, le Marie Tanguy, qui s'appelait Confusion. Marie Tanguy, c'était la plume d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Malheureusement pour elle, elle a fait un burn-out. Et donc, juste après la campagne, avant même qu'il gagne la présidentielle, elle a écrit ce texte pendant sa convalescence. Et j'ai eu la chance de l'éditer. Donc, j'étais très content. On a eu une très belle promo. Et voilà. Vous avez envie de continuer à éditer Oui. longtemps Oui. et écrire Oui. aussi? Ah bah j'écris tout le temps, moi. D'accord. J'écris tout le temps. Tout le temps. Et là, Tout le le prochain, temps. En janvier. janvier, Voilà. on se précipitera dessus. Le grand frère, ça m'a mis une claque. Je crois que vous aussi, Jamel. Hein, on s'y retrouve pas, mais il y a. C'est normal que vous soyez trouvé, quoi. Et comment il a eu votre manuscrit? Je l'ai envoyé par la poste, Comme tout le monde. comme tout le monde. Comme trop de monde. Mais tout le monde n'a Ah, pas la chance d'être et- appelé par Marie Guven et moi je l'ai eu. Non, bah, avant qu'il vous appelle, il vous a réveillé d'ailleurs, parce que je le sais, ça, vous vous réveillez à midi, je le sais. Le matin, c'est pas ouvert chez vous. Midi, c'est tôt, c'est tôt. Ouais, il vous a appelé tôt le matin, parce que lui en revanche, le matin, il Ah, est, c'est un Parisien. Hein. il est chaud. Bah oui, il est parisien. Bon, à Roubaix, on prend le temps. On prend le temps. Expliquez-moi comment vous avez envoyé vos trucs, tout ça, comment c'est, voilà, le cheminement de l'envoi du manuscrit. Ben, quand j'ai senti que le roman était terminé, quand j'estime avoir assez bossé dessus, quand presque je ne pouvais plus le voir en peinture, ce roman, après avoir passé 2 années de suite, presque voire tous les jours, il y a un moment où on est presque noyé dans son récit, dans son roman. Donc je me suis dit, là, ça y est, c'est bon, c'est fini. J'ai préparé, je l'ai fait imprimer, j'ai préparé mes petites enveloppes. J'ai tapé sur Google. Combien d'enveloppes? J'ai d'abord tapé sur Google les 10 plus grands, enfin les plus grands éditeurs parisiens. Donc ça m'a donné une liste de 10, donc 10 enveloppes. Dedans se trouvaient les éditions Lattès. Et donc j'ai préparé mes petites enveloppes et j'ai demandé à ma mère d'aller les poster à la poste. Ah, courageux, quoi. Ouais, Et pourquoi vous envoyez votre maman? Parce que c'est une chanceuse, ma mère. Ma mère, Ouais. c'est quelqu'un qui, elle provoque aussi sa chance. Ma mère va pas faire sa biographie, mais c'est quelqu'un qui est rentré en tant que balayeuse dans une usine de corsetterie à l'âge de 16 ans, qui a appris sur le tard, qui s'est formé en côtoyant ses collègues et qui a fini cadre modéliste. Styliste, modéliste. Modéliste, ouais. Et votre papa? Soudeur. Ouais. Mon père, c'est plus un dandy. Ma mère, c'est la rigueur, la discipline. Mon père, c'est les arts. Alors c'est un la dandy musique. soudeur, c'est énorme. Mais il en faut. Ah oui, il en faut. Je suis Il en d'accord. faut, ouais. On a. Oh non, vous n'êtes pas trop dandy. Mais un épicier romancier, en même temps, c'est aussi. Oui, peu vous commun. n'êtes pas dandy, jamais. Mais travaillez. Et donc là, paf, vous envoyez Ouais, la baraka. la baraka. Alors, pourquoi vous envoyez votre mère? Parce que vous passez pas chez le facteur avec 10 paquets dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans? Non, non, Ou parce que pas pour ça. parce que vous dites, ma maman, elle va gagner. Non, parce qu'elle a de la chance, ma mère. Je Baraka. vous promets qu'elle a de la chance. C'est en elle. Magnifique. Quand elle est déterminée à obtenir quelque chose, elle l'obtient. Donc je dis sur la route jusqu'à la poste que c'est à pied. La poste n'est pas très loin du domicile familial. Je dis sur la route, tu te répètes bien comme un mantra. Mon fils sera édité, mon fils sera édité, mon Vous fils n'avez sera même pas édité. porté les colis? Non, je l'ai laissé porter, c'est lourd en plus. Mauvais point. Donc là, paf, ça arrive sur le bureau de Maïr. Là, je suis pas là pour le voir, là. Mais là, il ouvre, il lit. Maïr? Ouais, moi je lis tout ce qui arrive. Alors, on en reçoit 1500 par an. Donc en fait, le tri est quand même rapide. Ouais. Déjà, on lit 1 page, 2 pages, 3 pages. Et comme en librairie, comme un lecteur en librairie, quand on a envie de continuer le livre, déjà, on va dire qu'on a la moitié des numéros du loto pour l'auteur. Et après, on prend une décision. Est-ce que le livre est bon? Est-ce qu'il est très bon? Est-ce que c'est un coup de cœur?
Coup de cœur, c'est publication assurée. Et donc là, c'était le cas de Jamel. Néanmoins, il m'a semblé qu'il fallait retravailler certains aspects. Et d'ailleurs, si les éditeurs existent, c'est bien que les auteurs en ont besoin. Et donc, on a travaillé ensemble. C'est toujours une discussion. Donc il arrive, vous le lisez, tac, Ouais. et là tout de suite, paf. Oui, il ne faut Ou- jamais perdre de temps. Non, non, Ouais, non. ouais. Il ne faut jamais perdre de temps. En fait, éditer un livre et travailler avec un auteur, c'est une histoire d'amour. Et je ne le dis même pas pour que ce soit joli. Il faut avoir un coup de cœur. D'ailleurs, un livre, c'est deux choses. C'est un texte plus un auteur. Et il faut avoir deux coups de cœur. Parce que vous avez passé du temps avec le texte et avec l'auteur. Donc, il faut faire vite. Vous voyez, c'est un coup de foudre. On appelle, on discute un peu. Et puis, on dit qu'on est intéressé sans faire de fausses promesses. Là, ça laisse un peu de temps pour réfléchir, mais on a au moins parlé avec l'auteur, ou on l'a vu éventuellement. Et puis, Vous avez pu vous voir en face à face? on s'est vu Avant. très vite, Ouais, c'est avant ça. le confinement. Ouais, voilà. Voilà, avant le confinement. Et puis, Et là, sa souffrance démarre. je sais pas. Oui, c'était de la souffrance. Ah, j'étais enthousiaste, moi, de corriger Ouais, le, non, non, le non, texte. non. Ah non, moi aussi. Vous écoutiez un peu, ouais, vous étiez J'ai été, amateur de ce- j'ai été très docile, un peu Ouais. comme le narrateur. Ouais, ouais. Pour le coup, il est plus jeune que moi, mais c'était lui le Alain Basile et moi le. Ouais, il est moins starbé qu'Alain Basile. Enfin, quoi, Mais- on se connaît pas bien, mais je pense qu'il est Mais plus moi, construit. j'étais super enthousiaste. Moi, je voulais bosser. Et quand il disait, bon, là, Jamel, je suis désolé, mais... Je crois d'ailleurs que vous n'aviez pas mis de chapitre. Il n'y avait pas de chapitre. Ouais. C'était un long déroulé. Vous avez compris, maintenant, il faut en mettre. Faut en mettre parce que le lecteur aime les chapitres. Et j'étais pas au courant. C'est Maïr qui... Qui m'a appris ça, Ah ouais. entre autres choses. Et dans ce livre, chaque chapitre, c'est une histoire. Mais au-delà de... Parce que là, on est dans l'aspect pratique, les chapitres, qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut rallonger. Mais le travail d'éditeur, tel que moi je l'ai ressenti de la part de Maïr, c'est pas que de l'aspect pratique, c'est beaucoup de l'aspect psychologique aussi. Et ça, je conçois que ça peut être aussi parfois fatigant pour lui, parce qu'on est un peu comme... on est des gosses qu'il faut rassurer, à qui il faut donner de la confiance, qu'il faut, donc faut apprendre un peu les rouages. Et moi, j'étais pas sûr de moi. J'étais même une fois qu'on avait signé le contrat, j'étais encore très fébrile. Non. Et là, c'est une autre partie du boulot d'éditeur, Non, je mais pense. si vous voulez voir une image drôle de ce qu'est le métier d'éditeur, un auteur, quand il écrit, il est dans la mer, il se noie. L'éditeur, c'est David Assedoff dans Alerte à Malibu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive, il dit attention, il y a du fond, il y a des vagues, et je vais t'apprendre à nager. Alors, question, qui fait, Et donc, qui fait Pamela? qui fait Pamela Bah moi, Ah, d'accord. ça dépend des jours. Ouais. Non, mais je veux dire par là, c'est que c'est vrai que si on est dur avec son éditeur, et si on freine, et si on est chiant, il ne faut pas écrire, il ne faut pas publier, il faut être sympa. C'est une évidence psychologique de base. Vous disiez, ouais, il faut un auteur, une personnalité. Un livre, Un c'est livre un et un texte auteur. plus un auteur. C'est vrai que c'est pas systématique dans ce milieu de l'édition. Et la chimie, quand est-ce que vous, Maïr, vous avez senti que ça allait le faire? Bien sûr, dès le départ. Je l'ai su dans le texte. Ouais. Si vous voulez, moi aujourd'hui, vous m'écrivez un texte, vous me l'envoyez, je le lis, je peux dresser un portrait psychologique de vous, même sur des choses que vous ne dites pas dans le texte, par le style, la manière dont vous racontez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de clair ou de complexe ou de compliqué, etc. Donc là, on sait, rencontrer l'auteur, ça valide juste des choses dont on a eu l'intuition. Est-ce que vous avez changé le cheminement du départ jusqu'à la fin dans le parce que Non, quasiment pas. il y a un scénario, quoi. Hein. On les suit. Non, on en a beaucoup discuté. Ouais. L'idée, si vous voulez, c'est qu'à la Grenade, on essaie de faire en sorte que l'auteur publie un livre qui est le niveau d'un deuxième, voire un troisième roman. Donc de lui pointer de lui pointer des éventuelles maladresses stylistiques, mais aussi dramatiques. Et donc, moi, je fais tout en discussion avec les auteurs. Et c'est eux qui inventent. Et on avance ensemble, il me soumet des idées, je lui dis oui, non. Et ce ping-pong est très salutaire. Moi, je le vis en permanence en tant qu'auteur. J'ai besoin de ce ping-pong avec un éditeur. Donc, en fait, je suis dans un labo où moi-même, j'essaye des trucs, et puis j'essaye avec les autres, et puis, etc. Donc, je Maïr m'amuse Guven, beaucoup. schizophrène. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un laboratoire. C'est compliqué quand même quand on est auteur. Non, vous, il n'y a rien de compliqué. Non, ça va? Vous savez, en fait, à un moment, il faut redescendre sur Terre. On vit en France, c'est le 6e pays Ouais. le plus riche du monde. Ouais. On fait des métiers qu'on aime. Jamel, il est épicier. Moi, j'ai payé mes études en lavant des fenêtres, en sortant les poubelles, Ah, en vous faisant avez les beaucoup cours à des de gamins. Enfin, si vous voulez, les gens qui se plaignent quand on fait des métiers de passion, bon, qui dégagent. On est fatigué. Non, c'est pas une plainte. C'est plutôt psychologiquement. Est-ce que l'autre, quand vous parlez à Ouais. Jamel pour le corriger, est-ce que c'est l'auteur ou l'éditeur qui parle? Est-ce que l'auteur prend pas parfois le pas, quoi?
Non, Non. c'est la même chose. Ah ouais, pareil. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Donc, Jamel, maison d'édition à Roubaix. Ça s'appellera l'épicerie. Mais là où j'étais quand même, je vous dis, j'étais enthousiaste des corrections aussi, parce que moi, j'étais noyé dans mon roman. Au bout de 2 ans, on voit plus clair dedans. Donc j'étais demandeur, moi, de cet avis extérieur, et surtout de la part d'un éditeur qui est lui-même auteur, qui avait gagné des prix. Je veux dire, son roman, c'est pas non plus... c'est quand même été prix Goncourt premier roman. Ouais, j'ai oublié de le dire, prix bien sûr, Régine- concours du premier roman. prix Régine Desforges. Donc moi, j'avais une confiance absolue en Maïr. Absolue. Et Et ça, d'ailleurs, c'est très agréable. D'ailleurs, c'est des suggestions qui fait jamais, il nous force. Ah ouais. Quand il dit là, ça va pas, là, tu devrais approfondir. Là, c'est des suggestions que moi, j'ai préféré écouter. Et Mais que il vous j'ai laisse écouté. le dernier choix. Il me laisse le dernier choix. Ouais, très bien. Et la suite de vos fiançailles? Là, on attend pour la circoncision et la bar mitzvah. Donc on va voir. Non, je sais pas, on verra. Moi, je crois qu'un auteur a besoin de temps. Mais c'est prévu. Ouais. Ouais. Mais après, c'est Jamel qui choisit. Il a un petit sourire, à mon avis. Ouais, bah, bien il a sûr. une idée. Bah, bien sûr. Bah, si vous voulez, entre ranger des paquets de Pringles et vendre des rinces cochons et pour écrire des histoires et puis J'aime venir bien ranger des discuter paquets de avec- Pringles, Mais bien c'est sûr, vendre bien des sûr. rinces cochons. Mais ça fait mal au dos, et tout. Donc à un moment, il y a un confort aussi. Écrire un peu. Et hein. aussi. Voilà. Non, mais et c'est. Vous parlez de cette première journée où il m'appelle à la suite de mon contrat. Et donc, d'abord, il m'appelle, il me fait une blague, il dit allô, c'est Alain Basile. Donc, Ouais. et là, je lui dis c'est L'auteur, le héros. qui m'emmerde dès le matin comme ça, à me réveiller, qui ose me réveiller de C'est bon vrai que matin. c'est exactement comme ça. Donc ensuite il se présente et là il me pose une question pour moi, mais c'est une question, j'ai l'impression que c'est totalement délirant. Il me dit est-ce que tu serais prêt à retravailler le manuscrit? Et je me dis mais qui serait assez fou pour répondre non? Mais il y en Dans a. ma tête je le conçois même pas. Je veux dire c'est inconcevable pour moi de Des répondre. mégalos. Mais qui peut-être après je dis pas au bout de 10 romans, 15 romans, peut-être qu'on est un peu plus on a plus confiance en sa plume, mais je voyais pas qui lors de son premier roman peut répondre non, je ne conçois pas qu'on retouche ligne. Non, Jamel, il a cette qualité qui est l'enthousiasme permanent. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire, ça vient de l'enthousiasme. Allons, on y va, on fait. On y va, il fait confiance, et c'est très agréable. C'est très agréable. En tout cas, vous formez un joli couple. Ça revient souvent comme une litanie. Non, mais- genre, non, mais- cette ouais, mais- histoire de couple, de Non, mais Pax. c'est la vérité. Non, on va Dans- quand même préciser que. Non, mais vous restez hétérosexuel, d'accord, mais dans votre roman, Jamel, c'est un couple. Hein, ils forment un couple. Ouais, c'est Ils sont Un duo, un binôme. Un binôme, ouais, mais bon, ils en font des trucs ensemble. Ah, ils s'engueulent, ils s'aiment. L'autre, il lui écrit même la lettre d'amour pour sa femme, quoi. Donc, Vous avez trouvé un rapport charnel comme ça un peu entre les deux ah ouais. Ouais. Mais après, c'est bien si chaque lecteur a sa perception, c'est ça aussi. Non, J'aime mais bien. moi, je n'aurais jamais de rapport charnel avec un mec aussi dictateur que Alain Basile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tout de suite il s'est présenté comme Alain Basile. C'est un dictateur d'éditeur. Ce que je veux dire, c'est que oui, je pense ou une amitié. Pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Ils restent amis, mais on ne sait pas ce qu'ils vont devenir tous les deux, quoi. Mais je pense que pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui était important pour moi, c'était de. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dédicacé ce livre à Bruegel, qui va être l'un des premiers à décrire les scènes de village. Moi, ce que je voulais surtout, c'était décrire, mais sans juger. Sans dire si c'est bien ou si c'est moins bien. C'est comme l'époque qui change. Je décris un peu aussi une époque qui change, mais je ne dis pas que l'époque qui arrive est moins bien ou meilleure de celle. Je décris ce que je vois. Et tout à l'heure, vous parliez de drogue. Vous disiez que ce n'était pas forcément glauque, mais c'est parce que je pense ne pas amener de jugement derrière. Alors forcément, j'aurais préféré décrire des gens qui font du yoga ou qui pratiquent la médecine ayurvédique. Ayurvédique. Si tu étais peut-être plus raffiné, mais malheureusement, je décris ce que je vois, ce que j'ai vu. Trop de raffinement tue le raffinement. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais vous collectionnez aussi, vous aimez la peinture, vous aimez les livres anciens. Bruegel, dit l'ancien, est un peintre du 15e, je crois. 16e. Qui a brisé Les scènes religieuses. Ouais, et qui montre des paysans flamands bien en chair, la vie quotidienne avec tous les déboires et les excès que ça comporte. Donc, il y a très longtemps, on savait déjà qu'il fallait décrire ces univers, ces faits sociétaux. Ouais. Parce que ça resterait, et c'est un peintre, on ne va pas s'étaler sur Bruegel, mais un peintre très symbolique qui peint une église avec en haut le boulanger, parce que celui qui détient le pain, c'est le dieu du village.
Donc c'est aussi, ça ressemble aussi beaucoup à Jérôme Bosch, que j'aime aussi beaucoup. Oui, bien sûr. Un peu délirante, fantasmagorie. Puis ça vient des Flandres, donc c'est chez moi. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis briser le pain pour un boulanger et Dieu, c'est pas mal. En tout cas, moi je suis très content de savoir qu'il va y en avoir un deuxième. On l'a pas dit, hein. Je sais pas qui est-ce qui a, Ouais, je sais pas. qui a dit ça. À mon avis, je vous connais un peu, je te connais mieux Maillard, mais donc là, vous l'achetez en librairie indépendante, vous l'empruntez à la médiathèque, mais surtout vous le lisez. Parce que Jamel Cherigui, un auteur qui sort de l'ordinaire, il y a pas mal de mots d'argot, de langage de la rue, je les ai à peu près tous compris, il y en a que je n'ai pas saisi, mais on vous écrira pour vous les demander. C'était une volonté de ne pas mettre de glossaire, Ouais. pour que les gens aillent vers les jeunes aussi, pour qu'il y ait un échange. Ça, c'est un travail avec l'auteur. Il y a une technique littéraire pour y arriver à ça. Moi, je connais des auteurs qui mettent des glossaires sur les... Ouais, J'en connais. et c'était mon choix. Oui. Non, mais si vous voulez, il y a une technique par le sens de la phrase où on peut permettre au lecteur de saisir ce qu'on raconte. Souvent, dans les romans sud-américains, quand c'est traduit en français, c'est le choix des traducteurs. Absolument. Et donc, la phrase est aménagée de manière à ce qu'on comprenne. Et lui, il sait très bien faire ça. Jamel Cherigui, Maher Guven, son éditeur, bravo. Merci d'être venu à Lire à Limoges. Merci à vous. Et l'année prochaine, ou plus tard, on vous recevra volontiers. C'est quand vous voulez. Merci. N'hésitez pas, ça continue, Lire à Limoges. Allez en librairie pour les dédicaces, achetez des livres, lisez des livres. Salut. Merci Bertrand.